Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Manifestation des organisations de la société civile. La place de la nation a refusé du monde cet après-midi. Les organisateurs exigent la lumière à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19 et réclament la démission de tous ceux qui ont été épinglés par le dit rapport. Interdiction de l'exportation des arachides. Les membres de l'Union nationale des opérateurs et exportateurs d'arachides tirent la sonnette d'alarme. Ils se disent inquiets des conséquences que cette mesure pourrait avoir et interpellent les autorités. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal fait face à un problème de mobilisation de financement pour la réalisation de ces projets. Les ministres membres de l'organisation sont réunis à Dakar pour chercher des solutions. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les organisations de la société civile ont manifesté cet après-midi. La place de la nation a refusé du monde la foule scandée Sunu milliards d'Oures. Ces membres de la société civile exigent l'ouverture des 12 informations judiciaires recommandées par les vérificateurs de la Cour des comptes. Ils veulent également que la lumière soit faite sur la gestion des fonds force Covid-19. Ils réclament la démission de tous ceux qui ont été épinglés par le rapport. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de Paul Dacosta. La Cour des comptes, il faut le rappeler, c'est une institution de l'État. Ceux qui sont des fonctionnaires qui ont délivré un rapport. Ils ne sont pas des politiciens. Il n'y a pas de politiciens là-bas. Donc ce rapport-là est un rapport crédible. Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que la justice se mette en branle et qu'on ne noie pas le poisson par des procédures à n'en plus finir. Des gens ont été clairement identifiés, qu'ils aillent se justifier devant la justice et que l'argent du contribuable revienne d'où il n'aurait jamais parti, c'est-à-dire les caisses de l'État. Mon ami, il devrait démissionner. Il devrait démissionner pour pouvoir aller répondre de leurs actes. Je crois que c'est ça la position d'honneur à avoir. Quand vous êtes cité dans un rapport, vous n'avez qu'à vous libérer de vos obligations et à ce moment-là, vous irez vous justifier devant la justice. Je pense qu'on a atteint un point de rupture. Le point de rupture, c'est qu'on nous avait promis, depuis 2012, avec la traque des biens mal acquis, l'OFNAC, la transparence absolue. Aujourd'hui, ce qui s'est passé montre l'échec du gouvernement. Mais ce qui s'est passé dépasse la question seulement de la corruption. Ça va beaucoup plus loin. C'est un mépris par rapport aux populations. C'est une cassure vis-à-vis des devoirs qu'avait l'homme d'État. Un homme d'État, un homme d'administration doit passer aux populations en tout temps. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. C'est de la manipulation, c'est du vol, c'est du détournement. Donc c'est très très grave et je pense que nous sommes venus dire non et je pense que les populations l'ont compris. Pendant ce temps, les membres de l'Union nationale des opérateurs, producteurs et exportateurs d'arachides sont inquiets pour cause de l'interdiction de l'exportation des graines d'arachide par les autorités, une mesure qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Selon les membres de cette structure, ils interpellent le président de la République dans ce compte rendu signé à Damassar. Ces membres de l'Union nationale des opérateurs, producteurs et exportateurs d'arachides sont inquiets. La décision des autorités étatiques d'interdire les exportations de graines est lourde de conséquences, selon son président. Le Saloum n'a que 3 mois de traite. Les Saloum n'ont rien, il n'y a pas d'usine. Il n'y a rien au niveau de la région de Kaolack et de ses environnements. On n'a que 3 mois de traite pour l'arachide. Si on travaille 1 mois, on nous bloque et les gens ont emprunté de l'argent au niveau des banques. Les gens on a mis en hypothèque leur maison, leur voiture et il y a tous ces problèmes-là. Vraiment, on lance, c'est un cri de cœur qu'on lance au président de la République. Il n'a qu'à intervenir sur cette situation. L'arachide que les Chinois ont acheté, il faut qu'on les exporte le plus rapidement possible. Parce que la situation du météo est là. Ça peut pleuvoir d'un moment à l'autre. Et c'est des milliards qui sont exposés. Vraiment, le président et les Chinois ont pris qu'ils restent au Sénégal. Parce que si les Chinois partent, l'arachide va coûter encore 100 francs, 150 francs sur le marché. Actuellement, on ne peut pas nous imposer que
on veut donner aux opérateurs économiques des graines pour les semences, ou bien la Sonacos veut acheter. La Sonacos est un concurrent comme nous. Il achète, il vend aux Chinois. Le Copéol achète, vend aux Chinois. Les opérateurs économiques qu'ils disent qu'ils veulent acheter les graines pour les semences, mais c'est du cinéma. Avec cette situation, des milliers d'emplois seraient menacés. Dans cette petite unité industrielle qui se trouve à Kermadjebel, il y a des centaines de personnes qui gagnent leur vie ici. Malheureusement, depuis que cette décision des autorités étatiques est tombée, les lieux sont désertés car il n'y a plus de travail. Actuellement, même pour avoir la dépense quotidienne, c'est la croix et la bannière. Nous savons tous que cette année, les récoltes ne sont pas bonnes. L'État doit nous aider. Les membres de l'Union nationale des opérateurs, producteurs et exportateurs d'arachides appellent le président Macky Sall à sauver leur secteur. Promotion du secteur privé national, la douane se penche sur la question. Un panel sur le partenariat douane-entreprise a été organisé en ce sens. Une occasion aussi pour expliquer le cadre réglementaire de l'action douanière aux usagers. Mahmoud Ba. L'administration douanière entend consolider sa relation de confiance avec les agents économiques résidents. Ce panel a pour objectif de présenter les normes douanières qui favorisent les entreprises nationales. Nous avons au Sénégal un dispositif réglementaire qu'on peut appeler les régimes économiques douaniers. Ces régimes économiques donnent un ensemble d'avantages aux entreprises qui peuvent leur permettre un peu de faire face à des tensions de trésorerie, mais aussi qui peuvent leur alléger les charges auxquelles elles doivent faire face. Il s'agit aussi d'un atelier d'information pour encore et mieux faire comprendre aux entreprises les procédures réglementaires en matière de taxes douanières. Nous avons essentiellement parlé de notre partenaire privilégié qui est l'entreprise. L'entreprise joue un rôle extrêmement important dans l'économie nationale et l'administration se doit de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour l'accompagner. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des champions. Et pour ce faire, en plus des dispositions communautaires ou bien internationales qui sont mises en œuvre par l'administration, telles que le cadre des normes SAFE, qui a pour objectif de simplifier mais aussi de sécuriser les commerces internationaux. En plus de ça, nous avons l'accord sur la facilitation des échanges qui, comme son nom l'indique, est destiné à faciliter le commerce intra- et extra-régional, mais notamment aider aussi les entreprises à réduire les temps de passage, mais aussi réduire les coûts. L'économie du pays dépend largement de la fluidité du commerce international. L'administration douanière coopère avec ces entreprises pour améliorer la balance commerciale. Je l'annonçais au sommaire, ouverture à Dakar de la 75e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Au menu bilan de l'organisation qui fête ses 50 ans, les délégations vont également parler des enjeux et défis de l'OMVS confronté à un problème de mobilisation de financement pour la réalisation de ces projets comme la construction de nouveaux barrages hydroélectriques. C'est ce que nous dit Amadou Barry. Face à ces homologues venus de la Mauritanie, du Mali et de la Guinée, le ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement, par ailleurs, président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS, a en marge de l'ouverture de cette session fait le bilan de cette organisation qui a fêté cette année ses 50 ans d'existence. 2022 a été l'année de maturité pour cette organisation qui a reçu plusieurs distinctions au cours des 12 derniers mois. Cette année a été marquée par le cinquantenaire qui a été célébré à Nouakchott par l'obtention du Grand Prix mondial Hassan II de l'eau à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau et par la nomination de l'OMVS au prix Nobel de la paix. Finalement, elle ne l'a pas obtenu, mais je pense que c'est déjà une consécration d'avoir été cité
parmi les nominés du prix Nobel. L'hôte du sommet s'est également félicité de l'inauguration au cours de cette année du 3e barrage sur le fleuve en territoire malien et la réception du projet Manantali 2. Mais il reste des défis et nous sommes revenus sur ces défis. C'est la mobilisation du financement pour la réalisation du barrage de Koukountamba en Guinée, qui est un barrage important pour l'intégration de la Guinée dans le système OMVS et pour accroître l'énergie électrique disponible. Pour la réalisation aussi du projet de navigation sur le fleuve Sénégal, qui est le troisième pilier de l'OMVS après l'hydroélectricité et les aménagements agricoles. Serigne Thiam n'a pas manqué de souligner ce qu'il considère comme étant le plus grand défi auquel doit faire face aujourd'hui l'OMVS, celui de la mobilisation pour la réalisation d'autres projets phares de l'espace fluvial. Pour ces projets-là, la principale contrainte que nous avons, c'est la mobilisation du financement. Un certain nombre de bailleurs avec la Banque mondiale retirés, mais nous travaillons à la recherche. Les conclusions du Conseil des ministres de l'OMVS sont attendues ce vendredi, au bout de la 2e journée de cette session. Amadou Barry, la gare des gros porteurs et le marché d'intérêt national de Diamniadio ouvrent leurs portes. L'ambassadeur du Maroc au Sénégal s'est rendu en ces lieux. L'objectif de la visite est de promouvoir les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Maroc. Selon lui, ces deux sites peuvent faciliter la tâche aux deux pays. Babacar Seck. L'ambassadeur du Maroc au Sénégal a effectué une visite à la gare des gros porteurs et au marché d'intérêt national où les activités ont démarré. Les opérateurs économiques sont invités à occuper les espaces de stockage du marché. Et ce projet est amené par la Chambre de commerce de Dakar. Et aujourd'hui, le marché est ouvert et que les gens sont invités à occuper le marché. Les critères, vous avez fait la communication pour demander aux opérateurs économiques de venir et que, heureusement pour nous, nos amis marocains aussi sont là. Ils sont là, ils ont posé des problèmes pour dire qu'ils ne veulent que travailler dans le cadre de ce projet et M. l'ambassadeur est là pour les accompagner. Parmi les premiers sur le site, les Marocains occupent une bonne partie du marché. L'ambassadeur du royaume chérifien invite les opérateurs économiques marocains à s'approprier cet outil. Je crois que ça ne peut que faciliter la mission des hommes d'affaires, des opérateurs, et puis ça participe aussi de la réorganisation tout simplement du commerce au Sénégal. Donc j'invite tout simplement nos opérateurs à s'approcher de cette unité à travers la Chambre de commerce pour pouvoir justement profiter des services et des facilités que ça offre donc à tout le monde. 56 hectares supplémentaires sont attribués pour l'extension du marché pour la conservation des fruits et légumes. La deuxième phase de la plateforme industrielle de Diamniadio sera livrée en 2023. Une annonce du directeur général de l'Agence pour la promotion des sites industriels. Plusieurs régions du pays vont bénéficier du programme d'installation des domaines industriels. Mohamed Ba est le directeur général de l'APROSI. Il est ici au micro de Babacar Seck. D'abord, on est en train de faire la deuxième phase de la plateforme industrielle. Sera terminée et bien sûr à inaugurer, à remplir pour 2023, l'inauguration vers le mois d'octobre. Et également, l'objectif aussi, c'est de faire à côté le domaine industriel qui s'étend sur plus de 160 hectares également qui est à inaugurer. On doit l'inaugurer, mais aussi se déployer dans les régions, notamment à Kédougou, à Tamba, mais aussi à Sendou et à Ngaïmbeké. Plus lancer surtout le parc industriel aussi de Touba et préparer les études pour la plateforme industrielle et l'international de Saint-Louis et également celle de Ziguinchor. Beaucoup de
Et puis, la COSYDEP invite les hommes politiques à préserver l'école des rivalités entre acteurs engagés dans les prochaines élections. Dans son bilan de l'année 2022, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'organisation, pour la défense de l'éducation, a énuméré 6 points. Beaucoup de défis attendent les acteurs du système éducatif. Paul Dacosta. 2023 n'a pas encore pointé le bout de son nez, n'empêche, la COSYDEP a déjà les yeux rivés sur 2024. Elle invite les politiques à préserver l'école des rivalités entre les acteurs engagés dans les élections qui se profilent. Le CA réaffirme donc sa forte préoccupation pour la quiétude, la sécurité dans les lieux d'apprentissage en préservant l'institution scolaire, rivalité, engagée en politique. Dans leur déclaration, le conseil d'administration du COSYDEP a décliné le bilan à travers les faits marquants de l'année scolaire 2022. Nous avons noté la longue et lourds faits économiques très difficiles, les nombreux déficits signalés dans différents intrants, notamment en salle de classe, en enseignants, en table-banc, en matériel et support didactique, en points d'eau et blocs sanitaires, l'exacerbation de diverses formes de violence en milieu scolaire. Le conseil d'administration a ainsi ciblé les points qui traduisent des problématiques concernant le secteur de l'éducation au Sénégal. Une population essentiellement jeune, avec des besoins en éducation, formation et insertion de plus en plus pressants. Cette réalité explique l'immensité des besoins de protection, d'éducation, de formation et d'insertion des enfants et des jeunes auxquels l'État doit trouver des réponses adéquates, exhaustives et pertinentes. Prégnance de l'analphabétisme, qui est un fardeau qui bloque le développement économique et social. Au regard de tous ces problèmes, la COSYDEP a énuméré une liste de défis urgents à résorber. Nous avons de soutenir le dispositif anticipatoire dialogue veille pour la prévention et la lutte contre de résorber les déficits en enseignants, surtout dans les disciplines scientifiques, pour un fonctionnement régulier de l'institution scolaire, si l'on prend en compte les effectifs pléthoriques, les classes à double flux, les 1 500 000 enfants hors école, rendre disponibles des salles de classe en quantité et en qualité, dans la planification et la réhabilitation des écoles, la résorption des abris provisoires et l'élargissement du réseau scolaire pour faire face à la demande de scolarisation de plus en plus importante, accélérer les réformes du curriculum et du calendrier scolaire qui sont devenues une demande urgente. Enfin, instaurer une collaboration plus proche et plus efficace entre le ministère de l'Éducation et les autres acteurs du système. Clôturant la session, la COSYDEP a tenu à se féliciter de ses contributions à l'épreuve de la grève des syndicats au cours de 2022 et a aussi exhorté le gouvernement à respecter ses engagements auprès de ces derniers pour une année scolaire 2023 apaisée. Un livre entièrement dédié au fondateur du mouridisme, le Daïra Raoudoul Rayahin, rend hommage à Serigne Touba à travers les écrits. Les membres du Daïra entendent matérialiser l'œuvre de Khadimour Rassoul. Sorna Farmata Lo est ici au micro de notre correspondant permanent à Touba, Gorna. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui est la présentation du livre donc édité et publié par le Daïra Raoudoul Rayahin qui s'intitule Cheikh Ahmadou
Bamba, esclave de Dieu et serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un ouvrage dans lequel le Daïra revient largement sur l'itinéraire du Cheikh, sur ses enseignements et sur ses relations avec ceux qui ont eu à l'exiler de son vivant naturellement. Ce qui a incité le Daïra à faire la publication de cet ouvrage est que il y en a beaucoup déjà, mais pas tellement qui sont de cette envergure, donc qui retracent pratiquement tout l'itinéraire du Cheikh, en commençant par sa vie avant l'exil, sa vie au cours de l'exil et après l'exil aussi. Donc il y a beaucoup de livres qui ont été édités, mais qui tracent tout cet itinéraire, donc on n'en avait pas encore vu, et c'est ce qui a poussé le Daïra donc à prendre cette initiative. De plus, il y a beaucoup de publications, mais souvent il y a des informations qui sont données et involontairement qui ne sont pas exactement la réalité qui s'est produite. Et le Daïra a voulu rectifier tout cela. C'est pourquoi on a fait appel donc à des érudits qui sont de la famille du Cheikh et d'autres qui sont des talibés, mais qui s'intéressent bien à la vie du Cheikh, à ses enseignements, à son histoire qu'on appelle la Sira en arabe, et qui vraiment ont un savoir profond de tout cela. Et on a pu donc réunir toutes les informations venant de ces personnes ressources et bien reconnues donc de la Mouridia, donc pour faire cet ouvrage. Les travaux du bus Rapid Transit créent d'énormes difficultés aux habitants de Guédiawaye. Les embouteillages sont récurrents. Les transporteurs et riverains demandent aux autorités d'accélérer les travaux dans ce reportage que nous propose notre correspondant permanent en banlieue, Boudal Ndiaye. Lancés depuis 2019, les travaux du bus Rapid Transit continuent de créer un embouteillage énorme dans la ville de Guédiawaye. Les chauffeurs Tata se plaignent. Nos clients sont partis à cause des embouteillages dus aux travaux du bus transit rapide. Parfois, on reste des heures sur la route à cause de ces embouteillages. C'est pourquoi d'ailleurs les clients préfèrent prendre le train. Nos recettes journalières ont diminué de plus de 35 ou 40%. Pour les habitants de Guédiawaye, les travaux du BRT ont trop duré et ont créé d'énormes difficultés pour la population. Mais jafe-jafe mooy maanaam wàllu dem beeg dikk bi bu ñu sañoon tamit maanaam ni ñu koy liggéeyee ñuy def par étape. Les difficultés se situent surtout au niveau de la circulation des personnes. Ce sont des embouteillages partout. Ils pouvaient faire le travail petit à petit, mais tout faire en même temps, ce n'est pas du tout possible. Voilà pourquoi nous vivons ce calvaire. Les chauffeurs et les habitants de la ville de Guédiawaye continuent de vivre le désagrément causé par les travaux du bus Rapid Transit. Ils sollicitent son accélération. Fin de ce bulletin, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.